à tous, bonjour pour ce quatrième épisode du Café Socialiste. Aujourd'hui, on va parler de la Constitution et plus spécifiquement de la réforme de la Constitution, de quelles sont les failles actuelles, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour que ces failles soient réparées. Et aujourd'hui, donc, on est 5 pour vous en parler. D'abord Lucas, Bonjour. Marion, Bonjour. Titouan Bonjour. et Maya. Bonjour. Et moi-même, Elsa. Donc, on va commencer tout de suite ce podcast. Première question, c'est, à votre avis, quelles sont les failles et les défauts de l'actuelle Constitution? Qu'est-ce qui fait qu'il y aurait potentiellement besoin de la réformer, justement? Déjà, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Je pense qu'il y a ce problème de ce président qui est un peu un gouvernant suprême, qui est élu pour 5 ans et qui tire vraiment beaucoup de légitimité de son élection au suffrage universel direct. En réalité, c'est lui qui gouverne puisqu'il nomme, il est à l'initiative de la majorité des lois, il gère même le budget de l'État. Or, il n'est pas responsable, contrairement au Premier ministre. Donc, je pense qu'il y a quand même un problème de responsabilité, en tout cas dans l'état actuel de la Constitution. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, non, mais tout à fait. Enfin, je suis d'accord. On parle souvent même en fait d'un régime parlementariste, puisque au final, c'est un régime semi-présidentiel, mais enfin même les professeurs de droit constitutionnel s'accordent pas tous sur la vraie définition. En fait, enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt un système parlementaire avec une dérive présidentielle. On ne sait pas vraiment où en fait on est, avec une personnalisation du pouvoir très forte, comme tu le disais, Marion. Et avec du coup peu de pouvoir en fait pour le Parlement, puisqu'il est un petit peu soumis au rôle du chef de l'État, qui en plus avec des élections pour le Parlement qui suivent celle du président, et du coup directement, enfin le pouvoir du président est en fait très très fort sur le Parlement, et d'autant plus avec les articles de la Constitution qui permettent d'avoir encore plus de pouvoir. Et, euh, et voilà, je pense qu'en effet il y a un problème de définition vraiment de notre régime actuel. Oui, complètement. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit plus tôt, hein. Non, c'est vrai, je pense que le gros problème de ce système, c'est un président qui a finalement beaucoup plus de pouvoir que dans un régime présidentiel, sans avoir aucun du contrôle qu'il aurait dans un régime parlementaire. Et je pense que c'est ce double problème, en fait, qui fait qu'on a un fait majoritaire qui est très important, et ce d'autant plus avec l'alignement, voilà, avec l'arrivée du quinquennat et l'alignement des élections législatives et présidentielles, qui crée vraiment ce problème de fait majoritaire qui, je pense, aujourd'hui, il n'y a que le Sénat en fait qui est là pour contrebalancer cela, et pour faire en sorte que le Parlement ne soit pas simplement une chambre d'enregistrement de l'exécutif. Et encore, le Sénat n'a pas non plus un rôle extrêmement, de contrôle extrêmement fort vis-à-vis de l'Assemblée nationale qui a toujours le dernier mot. Oui, on reste dans un pluralisme inégalitaire aujourd'hui. Donc. Oui, voilà. Sa vocation, on n'est pas dans un régime présidentiel. Et je pense que récemment, l'affaire Benalla, par exemple, l'a prouvé. Le Sénat peut encore jouer un rôle de contre-pouvoir quand on a une Assemblée nationale qui, là, pour le coup, était totalement derrière le président, sans aucune distance qui devrait être celle qu'aurait l'Assemblée nationale. Donc, je pense que le Sénat peut encore, même ne serait-ce que, on a vu sur beaucoup de projets de loi, ralentir énormément l'Assemblée nationale quand elle en a envie. Quand il en a envie. Donc, il y a un pouvoir d'obstruction qui n'est pas totalement négligeable, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je dirais presque, oui, qu'il n'est pas négligeable, mais moi, j'ai l'impression que le contrôle vis-à-vis du gouvernement aujourd'hui, il s'effectue plus par le législatif, vis-à-vis de l'exécutif, il s'effectue plus par le législatif, mais plutôt par le Conseil constitutionnel presque, qui a vraiment un poids important, le Conseil important de contrôle vis-à-vis des droits fondamentaux, notamment, et plus par le troisième pouvoir du coup que par le législatif. Mais, bien sûr, mais je pense que là, c'est deux choses différentes, le contrôle juridique et le contrôle politique. Et par exemple, pour le Covid, on a ça. Il va y avoir d'un côté le contrôle juridique avec les plaintes qui ont été très popularisées, de porter plainte contre le ministre. Et je pense que les deux côtés, et l'autre côté, la commission d'enquête du Sénat, je pense que les deux choses, en fait, ont vocation à exister parallèlement parce que c'est pas la même chose. C'est un problème qu'il n'y ait qu'un contrôle judiciaire, totalement. Voilà, c'est ça. Je pense que le Sénat réussit parfois à faire ce contrôle
ce contrôle politique en même temps. Enfin, on va le voir. Je pense qu'on l'a vu pendant l'affaire Benalla et on verra si c'est encore le cas avec le Covid. Mais Dans tous les cas, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que une réforme constitutionnelle devrait pousser un peu ce côté-ci de contrôle politique du Parlement, quoi. Totalement. Et justement, par rapport à une réforme constitutionnelle, en fait, quelles sont, selon vous, les propositions qui pourraient être faites pour justement pallier tous ces soucis-là? Et dans quelle direction, en fait, on peut aller et proposer des choses assez concrètes pour régler ces problèmes? Par rapport au contexte actuel, et je pense que vraiment c'est un sujet qui aujourd'hui fait de plus en plus l'unanimité, et heureusement, je pense qu'il y a tout le volet environnemental qui qui devrait être au cœur en tout cas d'une réforme constitutionnelle. Alors donc il y a eu un projet qui est de mentionner donc l'écologie à l'article 1er de la Constitution, mais ça c'est mon avis, mais c'est une formule qui est floue, qui pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Moi je pensais peut-être par exemple à mettre l'environnement comme un enjeu qui soit au moins égal aux autres intérêts, et notamment à l'intérêt économique, parce que malheureusement la formule développement durable, qui est tout à fait encore pertinente aujourd'hui, elle a quand même été un justificatif à beaucoup de dérives, notamment les termes de mettre en valeur un territoire, qui en fait peut apporter des ambiguïtés. Et aussi, un autre élément intéressant, ça serait de mettre l'objectif de lutte contre le changement climatique dans la Constitution, parce qu'en fait, cet objectif, il apparaît nulle part dans la Constitution, même pas dans la Charte de l'environnement, il est uniquement dans la loi. Et je pense un troisième volet qui serait vraiment très intéressant, ça serait de faire un espèce de répertoire de tous les grands principes sur lesquels se sont construits le droit de l'environnement. On a beaucoup parlé du principe de précaution dans l'article 5 de la Charte de l'environnement, mais je pense il y a énormément d'autres principes qui sont fondamentaux, comme la non-régression du droit de l'environnement, le principe de solidarité écologique, le principe de pollueur-payeur. Donc tout ça, c'est des principes qu'il faudrait harmoniser, et je pense qu'il faudrait assurer le contrôle des lois par rapport à ces principes. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a eu aussi en fait la proposition, ça fait quelques années qu'on en parle, de celle de la création d'une chambre des générations futures. Et en fait, il y a notamment beaucoup de pays dans le nord de l'Europe qui sont assez précurseurs là-dedans. Notamment, je crois que la Suède a créé un secrétariat d'État chargé aux générations futures, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche, chargé justement de faire des études et des projets de loi justement pour intégrer ces problématiques environnementales. Et je pense que ça pourrait être vraiment un atout qu'on pourrait créer au sein de cette nouvelle constitution. Et en fait, ça pourrait même rejoindre d'une certaine forme la question de la participation citoyenne, qui va forcément devoir être prise en compte dans un changement de constitution. Et on le voit depuis les Gilets jaunes, même avant, en fait, ce problème de la participation citoyenne. Et je pense que justement, ça peut être un levier assez intéressant. Il y a eu le grand débat national justement qui a permis la création de cette assemblée de citoyens. En fait, on verra quelles vont être les retombées réelles, mais je pense qu'on pourrait vraiment penser une nouvelle institution qui, pourquoi pas, remplacerait le CESE et qui serait composée de citoyens, pourquoi pas tirés au sort, avec des spécialistes, mais en fait avec des vrais pouvoirs. Et il y avait plusieurs propositions qui étaient faites justement pour cette chambre des générations futures, qui pourrait avoir des pouvoirs plus grands que ceux actuellement du CESE, et notamment ce pouvoir de droit de veto sur des textes en fait qui ne respecteraient pas certaines contraintes écologiques, en tout cas des engagements écologiques pour permettre justement la transition écologique et énergétique. Et ça me semble assez intéressant en fait, je pense. Oui, je suis assez d'accord, parce qu'en plus, je pense que le problème aujourd'hui du CESE, ou par exemple de l'assemblée qui a été faite par Macron pour réfléchir à ces sujets, c'est que ils sont utilisés comme, vu qu'ils ne sont pas mis dans la Constitution, etc., ils sont utilisés comme, notamment pour ce qui a été fait par rapport à l'environnement, ils sont utilisés pour finalement se dédouaner et dire qu'on fait une assemblée sur ces sujets, et finalement il n'y a pas véritablement de pouvoir, et ça finit aux oubliettes, un peu comme tout ce qu'a pu faire le gouvernement Philippe, comme par exemple le grand débat, etc. C'est des sujets où on consulte les citoyens, et finalement, vu qu'il n'y a pas de pouvoir qui y sont associés, on peut les mettre aux oubliettes, alors que véritablement faire une chambre où
il pourrait avoir un droit de veto, un véritable droit de veto, ou alors, bon, on pourra en parler plus tard, mais le droit d'amendement citoyen, ça peut être véritablement des procédures par lesquelles les citoyens ont un rôle effectif, en fait, et de débat aussi par rapport à ce que fait le Parlement. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Maya, sur la partie concernant l'Assemblée de l'écologie qu'a créé Macron avec le grand débat. Mais pour le CESE, je pense que le CESE est dans la Constitution. Que le travail qu'il fait au quotidien, le CESE, est très intéressant. Et je partage aussi ton constat sur l'idée que bien souvent, c'est quelque chose, son rapport. En fait, je pense que le ministre lit son rapport, si ça lui plaît, il garde, sinon il le jette aux oubliettes. Et je suis d'accord, mais moi je pensais à une solution différente de celle de Titouan pour revaloriser le CESE qui je pense est vraiment quelque chose d'important, c'est de fusionner avec le Sénat. Parce que je pense que le CESE, il manque énormément de visibilité. Et il a l'avantage d'être représentatif vraiment de la société, c'est-à-dire au CESE, tu as des représentations d'organisations de jeunesse, d'associations, de syndicats, vraiment de toutes les forces vives de la société. Et le Sénat, c'est un peu l'inverse, je trouve. Il a beaucoup de visibilité. Il est à la télé, il a un pouvoir constitutionnel qui est quand même conséquent, mais il est absolument pas représentatif de la population. Enfin, la moyenne d'âge, je ne sais plus exactement, mais elle est quand même très âgée au Sénat. C'est principalement des hommes assez vieux, donc ce serait intéressant de fusionner le CESE et le Sénat pour faire donc une institution qui soit un véritable contre-pouvoir, qui a les pouvoirs d'obstruction, d'enquête qu'ont le cas le Sénat, et qui est obligé d'être écouté, et qui en même temps est représentatif un peu de l'ensemble de la population. Et à partir de là, on pourrait très bien imaginer à l'intérieur de ce nouveau Sénat-CESE quelque chose comme une participation citoyenne comme Benoît Hamon l'avait proposé en 2017, et même un conseil des générations futures, enfin une chambre des générations futures comme le proposait Titouan, parce que il y a déjà plusieurs chambres dans le CESE en fait. Oui, complètement. Ouais, sinon par rapport à la participation citoyenne, et notamment, enfin après je sais pas si vous voulez qu'on continue un petit peu sur l'écologie, sur l'environnement par rapport à la Constitution ou. Je pense que l'environnement, enfin les questions de l'environnement et de la participation citoyenne, elles sont en fait étroitement liées. Enfin, là, le débat il a dérivé directement là-dessus, donc je pense qu'il y a pas mal de propositions à faire sur le sujet, quoi. Et je pense que notamment, cette participation citoyenne, il y a aussi la grosse question du référendum d'initiative citoyenne qui aujourd'hui existe, mais existe presque que dans la théorie, puisque finalement les taux les seuils pour que le référendum pour que le Parlement s'empare du référendum sont extrêmement élevés, ce qui fait qu'il est presque inutilisable. Par exemple, le référendum sur les aéroports de Paris ça a été un gros sujet avec beaucoup de mobilisation, et finalement on est à 1/5 du seuil. Donc ça pourrait être intéressant de changer ça, et de changer ces seuils, mais aussi après je sais pas ce que vous en pensez du RIC, il y a aussi des sujets peut-être qu'il faudrait sélectionner pour les questions qui pourraient être soumises à un référendum. Notamment l'environnement, ça peut être une question intéressante pour des questions intéressantes, peut-être moins sur les sujets sociétaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée en tout cas, les lois les plus importantes sur l'environnement, de les soumettre au référendum de façon presque automatique. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui, je pense, comme je l'ai déjà dit, mais je pense que de plus en plus, ça va être la question principale de ces prochaines années. Après, je sais pas, par exemple, je pense que la question aurait pu être posée par exemple sur la réforme des retraites. J'avoue que j'ai pas encore vraiment d'opinion par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Après, sur la soumission au référendum, je pense que c'est quelque chose. Moi, je voyais ça pas vraiment comme des lois qui seraient soumises beaucoup plus au référendum, parce que c'est maintenant déjà possible sans problème, mais plus à l'inverse comme des initiatives citoyennes. Et l'idée aussi, c'est d'abaisser le seuil des 4 millions, qui est absurde, pour permettre que ça se passe dans la réalité, clairement. Mais après, je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut vraiment que ça vienne du citoyen de manière massive. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit trop fréquent, parce que si on arrive, je pense qu'on a quand même un rôle de la représentation nationale, et je pense que si
je pense que surtout quand on voit les taux de participation actuels aux élections, ça pourrait être assez dangereux d'avoir un recours trop fréquent et qui paralyserait un peu les institutions, parce que je pense aussi que c'est souvent plus facile de mobiliser les gens contre une mesure que pour. Donc ça risquerait aussi de créer ce biais. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben moi, sur le RIC, je pense que ouais, je suis totalement d'accord sur l'idée que ça doit être un outil qui doit plutôt servir aux citoyens pour qu'ils s'emparent de certains sujets, enfin pour que le Parlement s'empare des sujets qui intéressent les citoyens aussi. Après, moi, c'est vraiment sur les questions. Enfin, je pense qu'il faudrait vraiment aussi encadrer ce RIC pour que certaines questions ne soient pas touchées, par exemple, la peine de mort ou le mariage homosexuel, pour que ça soit pas. Voilà, parce que je pense qu'il y a quand même la question, enfin, des questions de droit qui doivent aussi venir du Parlement et qui doivent, enfin, où les citoyens ne peuvent pas s'y opposer en fait que ce soit par un référendum ou autre chose, enfin, vu que le Parlement est également censé être la voix des citoyens. En tout cas, aussi, je trouve ça bête de faire un référendum sur ce genre de sujet qui peuvent, je pense, rapidement atteindre la barre des 1 million quand on voit que les manifestations, par exemple, en 2013. Oui. Et justement, en fait, je pense que en fait, ce qui va être un petit peu, ce qui est souvent contesté, en fait, c'est les pouvoirs du Parlement, puisque on en parlait au début du podcast, avec le poids du gouvernement qui est très fort en fait sur le Parlement. Et du coup, en fait, il y avait différentes propositions qui avaient été faites par François Hollande en début d'année dans son livre qu'il avait publié. Et il parle notamment en fait d'avoir un mandat présidentiel de 6 ans avec un mandat parlementaire de 4 ans. Et en fait, justement, pour mettre fin à cet alignement des mandats et justement pour avoir plus de représentativité peut-être au Parlement, en tout cas que ce ne soit pas une majorité de fait, et justement pour casser ce fait majoritaire dont parlait Lucas. Et en fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de donner davantage de pouvoir législatif au Parlement et notamment de mettre fin au poids trop important qu'il peut y avoir sur l'initiative parlementaire, sur le droit d'amendement et sur les missions d'investigation aussi du Parlement. Et en fait, même aussi, en fait, il y a aussi l'idée que si on tombe dans un régime présidentiel, de fait, le président n'a plus le droit, il ne peut plus dissoudre le Parlement et il ne peut plus utiliser le 49.3. Enfin, en tout cas, le Parlement ne peut plus dissoudre le gouvernement, pardon, et le président ne peut plus dissoudre ce 49.3, enfin, ne peut plus dissoudre l'Assemblée et utiliser le 49.3. Justement, il y a l'idée que le gouvernement et le Parlement, enfin, en tout cas, le président et le Parlement doivent composer ensemble. Et il reprenait un petit peu le modèle en fait qu'il y a aux États-Unis, où dans un temps limité, sur le budget, ils doivent s'accorder. Et peut-être que ça peut être une idée assez intéressante justement pour combler cette question souvent où en fait où le Parlement est souvent critiqué là-dessus pour ne pas être suffisamment écouté ou pas être assez proche du peuple. Enfin, entre guillemets, j'utilise vraiment. Alors, juste sur le côté présidentiel, le côté de supprimer le droit de veto, enfin, de supprimer la possibilité de dissoudre l'Assemblée, enfin, de rendre les deux totalement séparés à l'américaine. Moi, personnellement, enfin, je trouve que c'est pas forcément une idée. Je pense que le grand avantage de la Ve République, malgré tous ses défauts, c'est la responsabilité. C'est-à-dire quand on fait une élection, le citoyen lambda, il sait qui est aux commandes, en fait, et qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Et je pense que et c'est vraiment pour moi le gros avantage du régime semi-présidentiel par rapport au régime parlementaire avec des coalitions ou au régime présidentiel avec la séparation des deux pouvoirs. Et je pense que sinon on arrive à une situation, enfin je me souviens un peu exactement des chiffres, mais je crois que sur ces 8 ans de mandat, Barack Obama il a eu une majorité au Sénat 2 ans, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment de cet ordre d'idée. Et je trouve que ça mène à des situations qui n'ont pas beaucoup de sens forcément. Et ouais, c'est ça, on arrive à une élection où chacun se repousse la responsabilité de blocage sur l'autre. Et donc, personnellement, je ne serais pas forcément favorable. Je trouve que c'est bien de savoir qui est responsable. Et c'est pour ça que le Sénat, que tu disais, Maya, l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, en fait, parce que le Sénat doit être là pour pouvoir ralentir, le Sénat doit être là pour pouvoir dénoncer des choses. Mais je pense que au fond, il faut avoir une majorité qui décide, en fait. C'est pour la clarté pour le citoyen. Ouais. Tellement. Après, Est-ce que vous voyez
sur la participation citoyenne, il y a d'autres questions, d'autres propositions qui ont pu être faites aussi, mais après qui peuvent s'écarter un petit peu de la Constitution en elle-même pour encourager la participation, enfin aider les gens à faire de la politique, par exemple les femmes, les jeunes. Mais je ne sais pas si vous voyez une manière dont ça pourrait être intégré dans la Constitution, enfin, dont ça pourrait être intégré dans la Constitution, ce genre d'aide, parce que enfin, c'est vrai que ça serait. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est connexe. Je ne sais pas si ce dont tu parles, Maya, tu vas me dire, mais je pense qu'une des manières de faire ça, ça pourrait être de constitutionnaliser le statut de l'élu, parce que pour l'instant, l'élu, sur le principe, il y a le principe de gratuité. Là, il est censé faire ses fonctions bénévolement. Sauf qu'on voit à l'Assemblée nationale et à peu près partout, les professions libérales et les fonctionnaires sont vraiment surreprésentés. Et en fait, c'est pour ça, c'est parce que quand on a un emploi dans le privé, on ne peut pas, la moitié de son temps, devenir fonctionnaire. Et je pense que devenir élu, pardon. Et je pense que si on mettait dans la Constitution que la fonction d'élu dans des grandes villes c'est une fonction qui est professionnelle, avec un statut, avec des cotisations, avec une protection, enfin un système, je pense que peut-être ça pourrait être un moyen d'associer plus de gens à la vie politique en fait. Oui, ça pourrait aussi passer par, certains proposent une possibilité pour ces personnes qui viennent du privé, par exemple, d'avoir 5-10 ans dans leur vie où ils peuvent avoir une indemnité pour exercer un mandat politique. Après, voilà, je pense qu'il peut aussi y avoir des dérives à ces systèmes, mais c'est intéressant de poser la question. Et honnêtement, je pense que c'est une idée qui est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, enfin, dans le mouvement actuel, on est quand même vers une plus grande décentralisation. Et notamment pour les élus locaux, plus on va leur donner des compétences, plus on va leur demander de faire des choses, plus il faut qu'on ait un statut qui soit, enfin, même dans les plus petites villes, en fait, qui soit constitutionnalisé, avec une protection, avec des droits. Enfin, d'où aussi, je pense, voilà. Donc, la crise a bien montré à quel point donc, les élus locaux avaient vraiment été en première ligne dans tout ce qui s'est passé, en fait. Et tout ce débat sur les responsabilités pénales ou les choses comme ça, en fait, ça montre bien que quand on donne plus de droits, enfin plus de tâches, plus de missions aux élus et notamment aux élus locaux, il faut que ça s'accompagne d'un statut qui soit juridique et même professionnel qui soit bien établi, je pense. Alors du coup, vous nous avez donné plein de propositions sur ce qu'on pourrait inclure et quels sont les points à améliorer, mais comment est-ce que vous vous positionnez sur le sujet? Est-ce qu'il faut garder une 5e République? Est-ce qu'il faut passer à une 6e République? Est-ce qu'il faut... Enfin, comment vous vous positionnez sur ce débat-là? Vous en pensez quoi? Moi, personnellement, enfin, c'est un argument qui avait été avancé justement par François Hollande, mais que je trouve pas si inintéressant. En fait, la 4e République était quand même, malgré tout, comme très instable. Et aujourd'hui, on voit quand même, il faut prendre, enfin, surtout avec le contexte actuel, des décisions quand même assez rapides, assez importantes. Même si le débat est important et voilà, je pense qu'il y a des moments où il faut justement pouvoir être en capacité de prendre des décisions rapidement et c'est ce que la 5e République permet, puisqu'elle a été conçue pour ça. Et en fait, la 6e, en fait, tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par 6e République. Si on entend une 6e République comme l'avait été proposée par certains, où il n'y a plus de suffrage universel direct, je vois mal comment en fait on pourrait aujourd'hui concevoir un régime plus démocratique si on retire ce suffrage direct et qu'on retourne à un suffrage indirect en fait. Donc en fait, on parle souvent de 6e République, mais en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on définit par 6e République. Et je pense que en fait, on peut changer des choses sans nécessairement changer de République. Ouais, totalement. Enfin, la constitution actuelle, elle peut être modifiée. On peut penser à juste une modification légère de la constitution actuelle au lieu de remodeler tout pour au final garder des structures qui seraient pourtant similaires à celles qui existent aujourd'hui. Parce que pour beaucoup, c'est une histoire de pratique. Après, voilà, la 6e République, c'est aussi un étendard, je dirais, qui peut
pousser les gens à vouloir changer aussi, enfin, les citoyens. Et puis, je pense qu'on peut même faire des changements en fait, en soi assez importants sans changer de constitution. Et par exemple, on peut voir, sur la dernière réforme qu'il y a eu, il y a quand même eu l'instauration de la QPC, qui est aujourd'hui quand même assez importante et qui a été quand même en fait un changement assez intéressant et qui a juste passé par une réforme constitutionnelle et qui n'a pas nécessité un changement de constitution. Après, je pense aussi que la 6e République, enfin, avoir une nouvelle République, ça peut aussi, même si effectivement les deux sont possibles, réviser la Constitution comme faire une nouvelle Constitution, enfin, dans les deux cas, c'est un pouvoir constituant, mais je pense, enfin, l'histoire de faire une nouvelle Constitution, ça peut aussi marquer une rupture, en fait, et justement une rupture par rapport à des pratiques et par rapport à la place du président qui, en fait, si la place du président, enfin, je pense qu'on pourrait avoir deux constitutions qui seraient relativement similaires avec une constitution modifiée et une nouvelle 6e constitution, mais pourtant avoir des pratiques différentes parce qu'elles naissent de volontés qui sont différentes, en fait. Dans le fond, vouloir modifier la 5e, c'est quand même vouloir rester dans un héritage qui est différent que de vouloir créer une nouvelle. Je suis totalement d'accord avec toi, Maya. Je pense que en fait, c'est plus qu'une question de pratique, parce que en fait, la République d'aujourd'hui, elle a pas grand-chose à voir avec la République de Gaulle. Enfin, c'est, je veux dire, les rapports de pouvoir, ils ont considérablement changé durant les 50 dernières années. Enfin, même avec des réformes constitutionnelles, avec l'alignement avec le quinquennat qui remplace le septennat, mais même aussi avec des choses comme par exemple le rôle du Conseil constitutionnel, qui était qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, qui est vraiment un contre-pouvoir, ce qui n'était pas du tout à l'époque de Gaulle. Donc, je pense que voilà, plus qu'une question de pratique, c'est une question de valeur en fait. L'idée de si on passe à une 6e ou une 5e, c'est-à-dire, je pense que ce qui a guidé ceux qui ont écrit la constitution de la 5e et ce qui guide encore aujourd'hui ceux qui veulent conserver la 5e, c'est l'idée de stabilité, l'idée aussi d'un certain pragmatisme en fait, de faire des compromis et d'essayer de trouver des solutions pour arriver à un équilibre de pouvoir et un système de responsabilité qui correspond aux citoyens. Et je pense que donc, si on veut créer un système, je ne sais pas, comme beaucoup le proposent aujourd'hui, qui remet en cause le principe de démocratie représentative, qui remet en cause le principe de responsabilité, dans ce cas, oui, créer une 6e, mais sinon, non, je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est des aménagements d'une 5e. Oui, tout à fait. Et pour rejoindre ton point, Lucas, justement, enfin, je sais que c'est un autre débat qui est aussi très intéressant. Justement, en fait, toute la question de décentralisation, et j'avais entendu dans certaines personnes qui parlaient justement plutôt des spécialistes qui disaient que peut-être dans 30 ou 40 ans, on serait amené en fait à avoir un débat sur est-ce qu'on veut instaurer le régionalisme en France. Question qui n'est pas forcément non pertinente, mais qui est quand même assez différente. Et dans ce cas-là, à mon avis, ça pourrait peut-être amener la nécessité justement de changer de constitution et d'entrer dans une 6e République. Voilà. En tout cas, c'est plus du tout la même logique, donc ce serait un sens. Exact. Ouais. Bon, merci beaucoup à tous les 4 pour ces interventions qui étaient très pertinentes et qui nous ont bien éclairés sur le sujet. Et merci à vous de nous avoir écoutés.